bienvenue chez vous. Performa, l'Institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation, vous offre l'essentiel. L'information XXL, c'est sur Sen TV, c'est dans votre émission L'Essentiel. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est parti pour un nouveau numéro. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs, toujours à la même heure. Nous nous excusons par ailleurs pour ces quelques minutes de retard. Un plaisir de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Ils nous comprendront parce que il pleut toujours apparemment à Dakar et comme vous le savez, après chaque pluie c'est un embouteillage monstre, j'allais dire des embouteillages monstres dans pratiquement les grandes rues et ruelles, les grandes artères de Dakar. C'est impraticable. Des embouteillages et des taxis qui doublent le prix, hein. Tu l'avais remarqué, ça, Abdoulaye? Et c'est dommage, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, Momar Djong, sur ce plateau même, lançait véritablement une alerte à l'endroit de certains concitoyens qui a profité de certaines occasions pour fatiguer les clients. Effectivement. Parce qu'en réalité, il n'est pas normal. C'est pénible. Il est anormal, justement, qu'elle a commencé à goûter et que les taximans justement augmentent le prix, double le prix, triple le prix. Triple carrément. C'est dommage. C'est très dommage. Alors nous avons à côté Momar Djong. Bonsoir Momar. Bonsoir. La cupidité des Sénégalais fait que le petit peuple n'est pas souvent solidaire et ça pose un problème. Effectivement, ça pose énormément de problèmes. Alors, ce soir, nous parlons de ces foudres, hein, quand même, des coups de tonnerre, tout ça. Alors, depuis le début de l'hivernage, la foudre fait un ravage sans précédent dans le pays. Déjà, 14 victimes enregistrées sur l'étendue du territoire. J'en profite pour présenter nos condoléances aux familles des victimes. Momar, ça fait quand même un peu peur, hein, toutes ces morts enregistrées à cause, bien sûr, de la foudre. Oui, c'est très regrettable, très déplorable. Et puis ce qui est inquiétant, c'est que cette fois-ci, la foudre qui avait l'habitude de frapper des régions de l'intérieur, qui naturellement sont sans doute moins équipées en paratonnerre, a frappé cette fois-ci en pleine capitale. Quand on vous dit que ça a fauché un garçon au Parcelles Assainies à l'unité 15, jusque-là à quelques encablures de Sen TV, en l'occurrence Sacré-Cœur 3, ça devient très très inquiétant, alors qu'on croyait que quand même la capitale, Sénégal, capitale d'un pays que l'on dit émergent, et avait était suffisamment équipée en paratonnerre pour nous éviter pareille situation. Mais moi, je voudrais, au-delà des paratonnerres, parler de façon plus générale. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie cette approche, qui consiste, en partant des ravages liés à la foudre, à se pencher de manière générale sur la protection civile au Sénégal. Parce que nous avons souvent tendance à très mal poser les débats, en nous laissant souvent influencer par la loi des séries. Il suffit qu'il y ait une série d'accidents de la circulation, une série d'agressions ou une série d'incendies pour que tout le débat se polarise sur l'une ou l'autre de ces questions, sans se pencher véritablement et de manière holistique sur la protection civile. Car qu'il s'agisse des drames liés à la foudre, comme c'est le cas, on a eu à le déplorer récemment, qu'il s'agisse des accidents de la circulation, qu'il s'agisse des incendies, qu'il s'agisse de l'effondrement d'immeubles, qu'il s'agisse de noyades, qu'il s'agisse d'électrocution, ce dont il est question ici, c'est la protection civile qui est très 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 défaillante au Sénégal, et malheureusement, on a eu encore une fois à le déplorer avec cette foudre qui a eu à faire des drames jusque dans pleine capitale, ce qui est inadmissible parce qu'on croyait quand même que la capitale était suffisamment dotée de paratonnerres pour être épargnée par la foudre.
Oui, Néné. Oui, non, mais il est juste important de rappeler que nous avons quand même essayé d'avoir la protection civile sur ce plateau. Mais pour certains, il fallait une autorisation pour venir sur le plateau. Pour d'autres, ils sont assez pris entre rendez-vous et bien sûr autre chose. Donc, raison pour laquelle vous ne pouvez pas les avoir, on ne pouvait pas les avoir sur ce plateau pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils expliquent aux Sénégalais comment bien sûr se protéger et par rapport un peu au rôle de la société, de la protection civile et tout, donc, mais bon, malheureusement. Malheureusement, mais quelque part, il faut se dire que ces personnes, ces messieurs, ces dames qui travaillent au niveau de la protection civile devraient en tout cas être présents sur les plateaux, échanger avec les spécialistes de l'information et de la communication pour permettre aux Sénégalais, aux populations de manière générale de mieux comprendre et de bien comprendre le rôle de la protection civile, parce que il suffit de faire un micro-trottoir pour se rendre compte que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas l'existence d'une structure que l'on appelle protection civile et qui travaille, comme vous l'avez dit, sur tous ces aspects. Et il est important que, justement qu'ils se découvrent, qu'ils se dévoilent, parce qu'en réalité nous avons besoin véritablement de savoir les mesures de sécurité à prendre, parce qu'il est anormal, Mamadou, comme vous l'avez dit, que la foudre foudroie en pleine capitale, à Sacré-Cœur. Écoutez, c'est ahurissant, c'est impensable. Au Parcelles Assainies, pareil, parce qu'en réalité, il est vrai que Dakar s'est agrandi, mais néanmoins, il nous faudrait, quand même prendre des mesures idoines par rapport justement à toutes ces questions dont vous avez fait allusion, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de la foudre, il s'agira de parler de ces maisons qui menacent ruine, de ces immeubles qui menacent ruine, de l'avancée de la mer. C'est autant de problématiques aujourd'hui qui concernent la vie du citoyen, en tout cas qui est sur la table. Malheureusement, il y a deux thèses qui sont très répandues et qui empêchent premièrement de situer très clairement les responsabilités et deuxièmement de rapporter les réponses idoines et les solutions qui s'imposent en matière de défaillance de la protection civile. La première thèse consiste souvent à dire que la responsabilité est partagée à chaque fois qu'il y a un drame, que les failles du système de protection civile incombent à tous, ce qui est totalement faux. Je crois que c'est l'État qui a le monopole de la puissance publique. Or, cet État est incarné par des hommes et des femmes politiques qui ont sollicité auprès des populations leur suffrage pour incarner l'État et pour incarner la puissance publique. Et il leur incombe d'informer quand il le faut, de sensibiliser quand il le faut, de prendre des mesures concrètes et des actions, comme par exemple l'installation des paratonnerres quand il le faut, et de sanctionner des comportements de Sénégalais qu'ils jugent dangereux pour leurs concitoyens, pour leur voisinage. C'est à eux que tout cela incombe. Maintenant, il y a une autre thèse très répandue qui empêche également de vraiment cerner le problème, c'est la propension que nous avons, nous Sénégalais, à tout ramener à la fatalité. Le bon Dieu ici a bon dos. On a l'habitude de se défausser et de se dédouaner par rapport à un certain nombre de nos actes déviants, de nos comportements déviants et des insuffisances de nos autorités, en remettant tout sur le compte de la volonté divine. Ça me rappelle d'ailleurs la fameuse chanson de Cherlo qui disait etc. Il y a eu une chanson célèbre pour amener les Sénégalais à ne pas tout ramener quand même à la fatalité. Il y a un certain nombre de mesures pour le cas récent de ces pertes en vie humaine liées au foot. Il suffisait tout simplement que le pays soit doté suffisamment de paratonnerres pour que pareil drame ne survienne pas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il faut rappeler, Néné, qu'il y a eu au moins 15 morts depuis le début justement de l'hivernage. Et pourtant, on dit que depuis 2012, de 2012 à nos jours, il y a eu quand même 5252 paratonnerres installés par rapport sur toute l'étendue du territoire. Moi, je me méfie maintenant des chiffres officiels. Parce que pour les inondations aussi, combien d'argent nous a-t-on dit qui aurait été investi? Plus de 66 milliards. Pour faire face aux travaux d'assainissement. Et je fais remarquer que lors du dernier Conseil des ministres, le président Macky Sall, lui, est même dubitatif
par rapport à l'efficacité des ouvrages qui ont été réalisés, jusqu'à demander à ce qu'un audit soit opéré. Quand le président en arrive à demander un audit des ouvrages d'assainissement, malgré la bagatelle qui a été investie, c'est parce que quelque chose, dans sa tête, il y a quelque chose qui ne cloche pas. On ne peut pas comprendre que Dakar, pour de petites pluies, parfois, pour 2 heures de pluie, 1 heure de pluie, que de grandes artères qui sont censées avoir été curées ou qui ont eu à réceptionner des travaux d'assainissement puissent quand même être impraticables. Ça pose un problème. Et c'est pour ça raison que de la même manière que pour les travaux d'assainissement et la bagatelle qui aurait été engloutie, je me méfie des chiffres qui sont avancés, des chiffres officiels. 5000 et quelques paratonnerres. Je crois que si le pays était suffisamment couvert en paratonnerres, je crois qu'on n'aurait pas quand même eu à déplorer autant de problèmes. D'autant plus que les paratonnerres quand même ont ceci de particulier, que parfois le spectre va sur des kilomètres et des kilomètres. Donc il suffit tout simplement d'en avoir un nombre raisonnable pour que le pays soit épargné par quand même ces effets. Ce qui ne me semble pas malheureusement être le cas. Alors, en plus, ces paratonnerres-là, est-ce que ce ne sont pas, est-ce que l'addition n'a pas été faite sur la base de paratonnerres installés même par des privés? Parce qu'il ne faut pas également oublier que des opérateurs de téléphonie utilisent justement certains immeubles. Il y a d'autres privés qui construisent des immeubles, des hôtels et tout, et qui peuvent également y installer des paratonnerres. Est-ce que ce n'est pas même cette addition qui a été faite pour justement parler de l'existence de 5200 paratonnerres dans Dakar? C'est possible, mais de toutes les façons, moi depuis quelque temps, je me méfie quand même des chiffres officiels qui sont avancés, parce que je me rends compte que qu'entre ce qui est avancé et la réalité, il y a généralement un fossé. Et on est obligé de le constater. De toutes les façons, moi je pense qu'il faut interroger également le choix des politiques publiques qui sont menées. Je donne un cas très concret. Vous prenez par exemple la brèche à Saint-Louis et les dégâts que ça fait. On a dénombré ces dernières années plus de 400 pêcheurs qui sont morts à la suite d'accidents de pirogues qui entrent souvent en collision ou qui chavirent au niveau de la brèche qui a été ouverte là-bas. Si vous vous souvenez bien, Macron, lors de son passage au Sénégal en février 2018, avait promis une enveloppe de 15 millions d'euros pour la construction d'une digue qui permettra d'éviter ces accidents pour de bon. Et quand on vous dit que le coût global de cet ouvrage ne coûte que, entre guillemets, 27 milliards, vous faites la comparaison avec les plus de 1000 milliards qui sont investis au niveau du terre, vous dites que vraiment il y a un problème de priorité par rapport aux politiques publiques qui sont menées. Là, il y a une digue qui continue de faire des ravages, qui a fait plus de 400 pêcheurs tués, avec les effets de l'avancée de la mer et de l'érosion côtière qui est en train de faire partir par centaines des maisons à Guet-Ndar et consorts, mais on se paye le luxe d'investir de façon somptuaire des sommes extrêmement colossales sur d'autres infrastructures dont l'utilité est douteuse. Il y a un problème de priorité. Il y a un problème de priorité. Alors que là, c'est la vie des populations qui est en jeu, ça pose un problème. Pas plus tard que la semaine dernière, tout Dakar était en train de frissonner à cause de quelques fissures qui sont apparues au niveau du collecteur des eaux usées Anfan. Alors que l'alerte a été sonnée par l'ancien directeur de la protection civile, en l'occurrence Marlot, depuis mai 2011. Il s'est écoulé 8 ans pour un collecteur qui fait moins de 8 km, mais qui polarise à lui seul près de 200 maisons et 300 000 familles. Vous voyez le nombre de personnes qui sont concernées. Et il suffit tout simplement, et qui était conçu pour avoir une durée d'existence de 30 ans, et qu'il y en a aujourd'hui 70. Ça veut dire que c'est un collecteur qui peut exploser, Dieu nous en garde, à tout moment. Mais il a fallu que des premières fissures apparaissent au niveau de 2 ou 3 maisons pour que les autorités publiques, les pouvoirs publics daignent enfin s'intéresser à ce dossier. Mais là aussi, et il suffit tout simplement que la panique disparaisse pour que cette affaire retombe à nouveau dans l'oubli jusqu'à la prochaine catastrophe. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre quand même de réactions que les pouvoirs publics devraient avoir pour davantage songer à protéger les Sénégalais. Parce que
la protection des Sénégalais leur incombe. Mais on a l'impression qu'on est plongé, Momar, dans un laxisme jusqu'à ce qu'une catastrophe se produise. Je me demande des fois où sont ces gens qui sont censés assurer ces permis de conduire, ces permis de construire à ces populations. Mais ils sont là. Mais souvent, ils donnent des permis de construire où le contrôle est moins technique qu'administratif. Et souvent, ça peut poser un problème. Je crois que si la délivrance de ces permis était soumise autant à des critères administratifs que techniques, peut-être qu'il y aurait de meilleures constructions. Les constructions aussi obéiraient à un certain nombre de normes, comme ont eu à les déplorer d'ailleurs les architectes, qui trouvent qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont des hauteurs quand même qui ne se justifient pas toujours à Dakar, et que ceci peut poser un problème. Et que souvent, l'espace de Dakar n'est pas assez dégagé pour que la foudre puisse passer et se jeter en pleine mer, parce que tout simplement, il y a des constructions qui ne répondent pas aux normes. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est assis sur une bombe, mais Dieu nous en garde, il y a énormément de problèmes. Souvenez-vous de ce qui s'était passé au parc Lambaye, quand il y a eu ce fameux accident, avec cet incendie très ravageur qui avait pris le marché de parc Lambaye. Si vous vous souvenez bien, il y avait la visite du ministre de l'Intérieur, Ali Ndiaye, qui, soit dit en passant, assure la tutelle de la protection civile. Et qu'est-ce qu'il avait dit en tapant du poing sur la table? Qu'on ne va plus permettre à ce que des cantines soient autorisées sous les lignes de haute tension. Parce que c'était ça l'origine de l'accident. Alors retournez au niveau du parc Lambaye et vous verrez que absolument rien n'a changé. C'est-à-dire, c'est ça le problème au Sénégal. Alors que le Sénégal était un des pays qui devrait pourtant être le plus sensible au problème de la protection civile pour une raison bien simple. Nous avons connu ici le Diola, dont l'anniversaire d'ailleurs sera célébré dans une dizaine de jours, le 26 septembre prochain. C'est la plus grande catastrophe maritime au monde. Mais malheureusement, la célébration même de l'anniversaire est soit jetée aux oubliettes par les autorités, soit totalement dévoyée. Alors que la célébration de l'anniversaire du Diola, qui avait créé un traumatisme énorme chez les Sénégalais, qui avait créé une onde de choc chez les Sénégalais, devrait être un moment, chaque année, de faire une introspection, d'évaluer ce que nous faisons en termes de protection civile. Moi, je ne serais même pas contre l'idée que l'anniversaire, la date anniversaire du 26 du Diola soit consacrée journée nationale de la protection civile, indépendamment de la journée mondiale de la protection civile. Parce qu'à l'époque, il était question surtout de défaillance de la protection civile, avec un laxisme qui avait prévalu dans le fonctionnement du bateau le Diola et qui a causé ces plus de 2000 morts. On aurait pu également l'intituler journée nationale, la date anniversaire du Diola, de l'introspection ou du comportement citoyen, pour amener les Sénégalais à ce moment précis, en souvenir de ce qui s'était passé dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, à se dire qu'il y a un certain nombre de comportements qu'ils doivent cultiver. C'est comme ça qu'on inculque ce comportement responsable, ce comportement civique, et qu'on alerte les Sénégalais en leur distillant tous les jours, et ne serait-ce qu'une fois par année, à ce moment fort, chargé symboliquement, des comportements qui feront que la protection civile se va sauvegarder, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et je me rappelle un moment sous le magistère de Tchernolo au département de l'environnement, une étude réalisée en son temps qui disait qu'il y avait 80% de chances pour que Dakar explose, hein, d'accord, en tenant compte justement des installations, comme vous l'avez souligné, concernant le collecteur des eaux usées, sans compter les lignes à haute tension, sans compter également les installations chimiques, des industries chimiques. Donc on se souvient sous Diouf de l'accident au port avec justement l'accident concernant l'ammoniac qui avait fait également des morts et en tout cas des personnes, des blessés graves. Donc on s'en souvient. Mais à un moment, quand vous parlez de journée nationale de la protection civile, est-ce que cela pourra se faire quand on voit chaque jour le comportement du citoyen sénégalais? Mettez-vous à côté et vous verrez des bus Tata remplis, bondés de monde, des femmes qui s'accrochent à la porte
vous verrez des femmes qui portent un bébé sur le dos et qui s'accrochent carrément devant la porte. Quand vous allez au niveau de la banlieue de Guédiawaye jusqu'à Saint-Louis, mais regardez la bande à Filao, mais on détruit pour y construire des maisons. On ne sait pas si les acheteurs ont des titres précaires ou pas, mais on les voit s'installer sans qu'il y ait justement le coup de bâton justement des autorités. Quand on regarde un tout petit peu au-delà de tout cela, quand on regarde ces jeunes qui sont à bord de bus de transport, à bord desquels se trouvent des dizaines de personnes de tout âge, mais on se pose encore des questions. Est-ce que dans ce pays-là, les gens, en fait, le citoyen est-il bien protégé en réalité? À qui incombe-t-il de mettre de l'ordre dans tout ça? Mais à la puissance publique, encore une fois. Moi, je ne crois pas à cette thèse de la vacuité ontologique de l'État qui consiste à dire que l'État, c'est tout le monde et personne à la fois. Non! L'État est clairement identifié dans un pays. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle du chef de l'État, en l'occurrence le président de la République, à qui les Sénégalais n'ont pas imposé de l'avoir mis là où il est. C'est lui qui a requis les suffrages des Sénégalais pour occuper les fonctions qui sont les siennes et pour lesquelles il est mis dans des conditions idoines pour le faire. On lui a donné un palais de la République, on lui a donné un avion présidentiel, on lui a donné la latitude de pouvoir ordonner et gérer notre budget, les finances publiques, comme il se doit, utilement pour le pays. Et il a choisi des collaborateurs, qu'il s'agisse de ministres, membres du gouvernement ou de directeurs de société, etc. C'est lui qui a choisi son équipe. C'est à eux qu'il incombe d'incarner et d'exercer la puissance publique en l'occurrence. C'est à eux que revient, encore une fois je l'ai dit tout à l'heure, d'informer les populations quand il le faut sur un certain nombre de comportements à avoir. Ensuite de les sensibiliser en menant des campagnes de sensibilisation sur le comportement qu'il faudrait avoir, en posant des actes relatifs à la sécurité des Sénégalais, mais aussi en sanctionnant. La Constitution le dispose très clairement. Au Sénégal et dans le pays, dans tous les pays, c'est l'État qui a le monopole de l'usage légal de la force. L'État peut me comprendre, moi, si j'ai un acte déviant, un comportement qui met en danger ma vie et celle de mon entourage, l'État a le droit de me corriger, de me sanctionner pour que je sorte de cette voie déviante qui met en danger ma vie et la vie des autres. Et ça incombe encore une fois à l'État. Je n'aime pas qu'on jette souvent la responsabilité sur les citoyens. Mais la responsabilité, elle est partagée. Quelle est la part de responsabilité de l'État du Sénégal? Si un citoyen voit que le bus il est rempli mais fait tout pour y entrer, si un citoyen voit aujourd'hui qu'il n'a pas le droit peut-être à la visite technique, mais emprunte de gauche à droite des phares ou autre chose pour y aller, pour justement avoir cette visite technique, la responsabilité elle est de part et d'autre. Le car ou le car Tata qui est bondé de monde, qui est surchargé, il passe sur une voie publique où il est censé avoir un agent de la sécurité routière. Il aurait suffi tout simplement que tout car qui ne remplit pas des conditions pour circuler ou qui viole la réglementation soit arrêté ipso facto. Et vous croyez que si ça se faisait ipso facto et de façon ferme, sans discernement, que les populations auraient la propension de prendre un car qui est surchargé et dont ils sont à peu près sûrs qu'il ne les mènera pas à bon port parce que sous 1 kilomètre ou moins d'1 kilomètre, il sera arrêté et ils seront obligés de descendre du car. Encore une fois, c'est la puissance publique qui est principale ici. Les populations, ils ont besoin d'être éduquées, d'être orientées. Par exemple, prenons par exemple le cas du Rwanda. Le Rwanda, c'était n'importe quoi avant la venue au pouvoir quand même de Kagame. Ils se sont entretués, il y a eu une hécatombe là-bas, une tragédie, avec des Tutsis et des Hutus qui se sont entretués. Mais le pays aujourd'hui est normé, le pays est propre, les Tutsis et les Hutus ont un comportement civique exemplaire parce que tout simplement il y a quelqu'un qui est venu et qui les a mis sur le droit chemin et qui est prompt à sanctionner avec rigueur et sans discernement. Je ne dis pas que les populations ne sont pas responsables. Je ne dis pas, je ne dédouane pas les populations.
Mais les populations, parfois c'est sous la contrainte qu'on les amène à être responsables, à cultiver des comportements normaux. Je crois que les Européens, aller dans n'importe quel pays, ils ne sont pas plus intelligents et plus corrects que nous. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas échapper à la sanction dès lors qu'ils ont une action déviante. C'est comme ça que ça doit marcher. Encore une fois, moi je pense que la responsabilité principale incombe à la puissance publique. La puissance publique est incarnée par l'État, lequel État est incarné par une autorité politique qui a demandé à gouverner ce pays et qui devrait le gouverner en maniant la carotte et le bâton. Malheureusement, c'est ce qui manque. C'est effectivement ce qui manque. Alors, il faut peut-être du temps pour que ça change, parce que vous parlez de sensibilisation, mais même avec la sensibilisation, on voit que les choses n'avancent pas. J'ai envie de dire, chaque année, on sensibilise par rapport à ces accidents de la route, mais chaque année, on voit que c'est un nombre qui augmente de plus en plus. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aussi, justement, comme vous l'avez dit, la sanction. Tout à l'heure, avant de venir, je parcourais quelques chiffres et je suis tombé sur le rapport 2018 de la protection civile qui bien évidemment faisait l'état des statistiques de 2017. Figurez-vous qu'en 2017 il y a eu 366 836 sorties des sapeurs-pompiers pour des accidents de toute nature, de toutes sortes, qui vont des accidents de la circulation aux incendies, passant par les électrocutions, les cas de noyade, les effondrements d'immeubles et même ceux qui sont foudroyés par la foudre. 386 000 sorties. Et le même rapport fait état de 2008 à 2018, donc sur un espace de 10 ans, de 5024 morts liés à un accident, qu'il s'agisse d'accident de la route ou du type d'accident que je viens d'évoquer. Ce qui veut dire qu'il y a en moyenne 2 Sénégalais qui meurent par jour, non pas par maladie, mais par accident. Ça, c'est un chiffre quand même très alarmant. Ça vous donne une idée de la défaillance de la protection civile dans ce pays. Mais la responsabilité, encore une fois, incombe aux pouvoirs publics qui doivent sanctionner. Quand il y a eu, il n'y a pas très longtemps, la récurrence des incendies, il y a eu un conseil interministériel qui a été organisé et concerné à la chose. Quand il y a eu la recrudescence des accidents, il y a eu également un conseil interministériel qui a été organisé et qui avait fait état de 11 mesures phares qui devraient être prises pour faire cesser ces accidents ou les faire diminuer sensiblement. On a l'impression qu'il s'agit malheureusement d'opérations cosmétiques. Il suffit qu'il y ait des accidents, qu'il y ait un nombre vraiment impressionnant, que les Sénégalais s'en émeuvent pour qu'on fasse une opération de cette nature et après tout l'homme tombe dans l'oubli. C'est malheureusement ce qu'on vit au Sénégal et ce n'est pas l'apanage du régime du président Macky Sall. Ça a presque traversé tous les régimes du Sénégal. Mais maintenant, il se trouve tout simplement que le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité parce que bien évidemment, la ville reçoit encore beaucoup plus de population que ça a été le cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est exposé à bien plus de dangers qu'il y a quelques années. D'où la nécessité pour les pouvoirs publics d'être vraiment assez fermes et assez sévères sur un certain nombre de choses. C'est important parce que quand on regarde même au niveau de la bande des Filao, depuis plusieurs années, ce sont des charretiers qui... J'aime bien cette zone. Hein? Ouais, non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est une zone qui est d'une importance capitale et qui est liée justement au contexte environnemental même de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les régions côtières, quand on regarde l'avance de la mer, mais elle est beaucoup plus dangereuse de ce côté-ci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Filao sont coupés et vendus. Je suis au regret de le dire, mais à des débiteries. Sous le regard des autorités. À des débiteries. Je suis au regret de le dire à certaines débiteries. Aujourd'hui, le sable marin est pris par qui? Par des charretiers. Mais pour le vendre à qui? À des maçons, à des chefs d'entreprise qui sont en tout cas dans le secteur du bâtiment. Nous sommes au regret de le dire. Mais écoutez, quand
les agents des eaux et forêts ne sont pas dotés d'assez de moyens, pensez-vous qu'ils peuvent aller véritablement faire face justement à ce danger permanent, parce que ces charretiers sont armés, Momar, mais ils n'ont pas assez de moyens, il n'y a pas suffisamment d'hommes justement au niveau de la direction des eaux et forêts. Mais ça nous ramène à la même chose, c'est-à-dire on laisse de côté les questions essentielles, fondamentales, en rapport direct avec le quotidien des Sénégalais, avec même leur sécurité, pour s'occuper d'autres choses. J'ai interrogé tout à l'heure le choix des politiques publiques, ça en fait partie. Chaque jour, nous jouons à nous exposer aux dangers les plus énormes. J'ai évoqué tout à l'heure le collecteur. Mais Momar, qui construit sur le domaine maritime national? Le domaine public maritime, oui, qui est là. Mais qui construit? Qui fait l'objet d'agressions. Ce ne sont pas les populations démunies qui y construisent. Mais bien évidemment, qui fait l'objet d'agressions. Il a parlé des filaos, il y a le sable marin qui est agressé, et il y a un autre phénomène qui est encore plus insidieux et plus sournois, et qui est en train de faire des ravages. C'est le taux de pollution à Dakar. Dakar fait partie des villes les plus polluées. Aujourd'hui, rendez-vous compte du taux de maladies pulmonaires ou liées à des problèmes respiratoires. Et vous vous rendrez compte qu'on n'est pas bien protégé une bonne fois. C'est ça la réalité. La question, sommes-nous bien protégés? On ne l'est pas. On n'est pas suffisamment bien protégé par les pouvoirs publics, malheureusement. Je crois que, et puis d'ailleurs, ne serait-ce que par le comportement des fois qu'ils ont, quand un certain nombre de drames survient, on se rend compte qu'on a comme l'impression que la vie, même du citoyen, ne compte pas beaucoup. Parfois, vous voyez des accidents avec une dizaine de morts. C'est à peine si le ministre en charge de la question, s'il s'agit du transport ou un incendie, etc., quelque part, se rend sur les lieux, etc. Ça pose un problème. Ce matin, je rappelle qu'en Mbao, il y a eu un accident qui a causé 3 morts sur le coup et plusieurs blessés qui ont été évacués dans les différents hôpitaux de Dakar. Et quand on voit depuis janvier à septembre, quand on fait le calcul du nombre de morts dans les différents accidents à Dakar et un peu partout dans l'intérieur du pays, mais c'est par centaines, sans compter ce traumatisme que vivent ces blessés qui se retrouvent avec un bras amputé, avec une jambe amputée, qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus aller étudier, qui ne peuvent plus aller travailler et qui pourtant peut-être sont mères de famille ou pères de famille. Ce traumatisme-là également, il est insupportable. Ça c'est lié tout simplement à la faiblesse de l'État, qui annonce parfois des mesures qui me paraissent très pertinentes et très bonnes, mais qui n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Par exemple, quand il y a eu ce conseil interministériel consacré aux accidents de la circulation, il avait été annoncé une mesure qui me paraissait pouvoir régler le problème et qui consistait à interdire le transport interurbain à partir de 23 h sur l'échelle du pays. Parce que le constat a été fait que les accidents les plus graves et qui causent le plus de morts, mettent en cause d'abord les cars de transport public ou les voitures de transport public et généralement la nuit. Il aurait suffi donc tout simplement que la mesure consistant à interdire le trafic interurbain soit appliquée de manière stricte pour que quand même on diminue de beaucoup le nombre d'accidents sur les axes routiers. Mais il a fallu tout simplement une certaine résistance des transporteurs et des chauffeurs pour que l'État ne daigne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire. C'est le cas également des permis à points qui sont agités depuis un moment. Et là où non plus, l'État semble se heurter à la résistance des chauffeurs et semble vouloir faire marche arrière sur la question, ou bien se hâte très lentement à aller vers cette mesure qui peut également régler un certain nombre de choses. C'est Paul Valéry qui disait que quand un État est fort, il nous écrase, mais quand il est faible, nous périssons. Alors, quand l'État étale tous les jours sa faiblesse devant un certain nombre de mesures qu'il devrait pouvoir faire appliquer avec toute la rigueur qui s'y est, nous périssons
davantage, et c'est malheureusement le cas. Alors, mais qui pour dire à l'État d'aller jusqu'au bout de ces mesures? Je veux dire, que doit faire cette population qui est là face à ces catastrophes? On doit être quoi? Pancarte à la main devant la rue pour dire à l'État, mettez le curseur là où il faut. Je veux dire, cette population est un peu laissée à elle-même si on regarde bien. Oui, les populations malheureusement sont un peu laissées à elles-mêmes, et puis il y a un certain nombre d'organisations qui disent agir et parler au nom des populations, qu'il s'agisse d'associations de consommateurs, qu'il s'agisse d'associations des usagers de la route ou des trucs comme ça, mais qui sont de moins en moins actives. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de questions dont il ne faudrait pas s'attendre qu'elles soient prises en charge et correctement avec toute l'efficience qui s'y est par les acteurs politiques, quel que soit le bord auquel ils appartiennent. C'est des questions que doit prendre en charge la société civile. Et quand je parle de société civile, je parle de la société civile authentique. Il se passe un certain nombre de choses dans notre pays qu'une voix très forte, très autorisée, aurait permis de régler. On a commémoré il y a 2 jours, je crois que c'était vendredi, la disparition de Seigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Pour se rendre compte du vide laissé par Seigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, il faut s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de dérives que moi j'ai vues sous le régime de Wade qui n'auraient jamais eu lieu s'il était vivant. J'en connais également des dérives sous le régime du président Macky Sall qui n'auraient jamais eu lieu s'il était encore vivant. Vous croyez que Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh serait resté inerte face à la propension de Wade de travailler à une dévolution monarchique qui a fallu faire basculer le Sénégal dans la violence avec ce qui s'est passé le 23 juin? Vous pensez que Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh aurait laissé Macky Sall tranquillement renier à sa parole en revenant sur sa promesse de réduire son mandat de 7 à 5 ans? Vous croyez qu'il aurait laissé faire le rouleau compresseur de la justice, s'acharner injustement sur un Khalifa Sall, aujourd'hui en prison? Non, je crois qu'il y a un problème dans ce pays. Il y a de moins en moins de voix fortes, une société civile forte, une société authentique civile forte, pour vraiment arrêter un certain nombre de choses. C'est un problème de leadership que pourraient incarner de fortes personnalités qui manquent véritablement à ce pays-là. Mais Momar, les problèmes sont multiples, parce que également l'État ne peut pas être partout, l'État ne peut pas avoir le bâton partout. Est-ce que l'État peut se mettre devant un immeuble où des maçons perchés au 4e ou 5e étage, sans aucune mesure de sécurité, travaillent? Mais l'État devrait d'abord commencer à démolir ou à faire réhabiliter, après les avoir fait évacuer, le nombre d'immeubles qui menacent ruine à Dakar et un peu partout. En 2014, il y en avait dans Dakar 168. Je ne connais pas les chiffres actuels. Et c'est des chiffres qui étaient avancés par l'ancien directeur de la protection civile de l'époque. 168. Et sur les 168, il n'y avait que 25. Ça veut dire moins du 5e qui avait été évacué pour être démoli ou réhabilité. Aujourd'hui, il y a des populations qui côtoient tous les jours un danger permanent, avec des immeubles qui menacent ruine à tout moment.